Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur le sujet des attaques par rançongiciel. Je m'appelle Stéphane Grech, je suis trésorier adjoint de la CCI Nice-Côte d'Azur. Je suis très heureux aujourd'hui de représenter notre président Jean-Pierre Savarino, président de la CCI Nice-Côte d'Azur, qui vous prie de bien vouloir l'excuser. Pour entrer dans le vif du sujet, nous nous sommes aperçus dans le contexte du Covid-19 que les attaques par rançongiciel ont augmenté et sont de plus en plus sophistiquées. Nous constatons par ailleurs que la bascule qui s'est effectuée en urgence vers le télétravail généralisé a fragilisé la sécurité informatique de nombreuses sociétés. C'est là une des raisons majeures qui a fait que les demandeurs de rançon en profitent pour s'attaquer aux grandes structures comme aux PME. J'observe en outre une réelle prise de conscience à tous les niveaux des enjeux de la sécurité du numérique. Dans ce contexte, la CCI, l'ANSSI et la gendarmerie travaillent ensemble afin de mutualiser leurs expertises. Il s'agit ainsi de faire de l'intelligence économique un outil central de compétitivité pour les acteurs du développement économique du département. Concrètement, nous appuyons sur des actions, d'une part, de sensibilisation en matière d'intelligence économique auprès des entreprises, et d'autre part, d'accompagnement opérationnel des dirigeants pour aider à la maîtrise et à la protection de l'information stratégique pertinente. Nous allons donc voir dans ce webinaire les bonnes pratiques pour prévenir les attaques par rançongiciel. Je vais désormais laisser la parole à Marjorie Billot, responsable en intelligence économique de la CCI Nice-Côte d'Azur, et à Moïse Moyal, délégué à la sécurité numérique, région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vous remercie et vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Bonjour à tous, donc Marjorie Billot. Je vais vous présenter qu'est-ce qu'un rançongiciel. C'est tout simplement un logiciel malveillant qui bloque votre ordinateur et qui rend tous vos contenus informatiques inaccessibles. Donc ce virus informatique permet aux cyberattaquants d'accéder à ces fichiers et de réclamer une rançon aux victimes pour qu'elles puissent récupérer l'accès à leurs informations personnelles ou bien à des fichiers ou à des données professionnelles. Alors, on a malheureusement vu qu'il y avait des pratiques assez courantes sur le rançongiciel et on a vu après que les attaquants, après avoir volé en fait ces données, si la victime ne paie pas, l'attaquant peut également rendre publique l'attaque en communiquant les données directement sur le web. Donc on s'est aperçu en fait que les logiciels utilisés pour ce type d'attaque, c'était le logiciel Maze, et d'ailleurs c'est Bouygues Construction qui a subi ce type d'attaque. Alors, aujourd'hui on a quelques étapes bien sûr pour le rançongiciel. La première étape, c'est l'infection. Elle arrive principalement à votre insu, quand vous ouvrez une pièce jointe ou quand vous cliquez sur un lien malveillant. Ensuite, la deuxième étape, c'est le chiffrement des fichiers. Vous ne pouvez plus utiliser votre appareil, votre système et vos applications sont complètement bloqués et où vos fichiers sont chiffrés. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'un mot de passe pour les ouvrir. Ensuite, la troisième étape, c'est la demande de rançon. Sur votre écran, un message vous indique que vous avez été piraté et vous demande de payer une somme d'argent. Alors, malheureusement, l'attaque peut arriver de différentes manières. Donc, la première, c'est soit par votre serveur, parce qu'il est mal protégé. La deuxième, c'est par le phishing, c'est-à-dire que le fraudeur se fait passer pour un organisme que vous connaissez, par exemple une banque, le service des impôts, la CAF, et ils utilisent en fait, ils envoient un email avec le même logo que l'organisme et utilisent également la même charte graphique. Ils vous envoient donc un mail vous demandant généralement de mettre à jour ou de confirmer vos informations suite à un incident technique et notamment vos coordonnées bancaires. Donc, ils vous demandent de mettre à jour le numéro de banque et le code personnel. Donc, bien entendu, faites attention
Ne répondez jamais à ce type de message, ne cliquez pas sur les liens et surtout, n'ouvrez pas les pièces jointes. Ensuite, ça peut arriver également parce que votre système est vulnérable. Donc, lorsqu'il y a des failles dans un logiciel, par exemple, absence de mise à jour ou l'attaquant peut passer par cette faille et pénétrer dans votre système d'information. Et puis, une quatrième possibilité, c'est via malheureusement un tiers. Donc, même si votre entreprise est très bien protégée, l'attaquant peut passer par un logiciel d'un fournisseur. Exemple, si par un système d'échange de documents ou un système de maintenance externe ou un système de mise à jour à distance qui est mal protégé. Alors, qui est concerné? Qui est ciblé? Eh bien, la réponse est simple, tout le monde. Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité, quel que soit votre appareil, malheureusement, et quel que soit votre système d'exploitation, iOS, Windows, Android. Voilà, donc je vais laisser la parole à Moïse Moyal qui va vous présenter comment prévenir, en fait, quelles sont les bonnes pratiques tout simplement pour prévenir des rançongiciels. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de participer à ce webinaire. Donc je suis Moïse Moyal, délégué de la sécurité numérique pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et également Corse, au sein de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc l'ANSSI. Alors juste un mot sur l'ANSSI. Donc slide suivant. Donc c'est un service du Premier ministre. On est hébergé au sein du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale en tant que direction dédiée au sujet de la sécurité numérique. Alors très rapidement, on a 3 missions, la mission défensive, une mission de prévention et une mission d'information et de sensibilisation. Et donc le webinaire que j'anime aujourd'hui avec nos partenaires concerne cet aspect information et sensibilisation que l'on réalise au sein de l'ensemble des publics concernés par la sécurité des systèmes d'information, donc que ce soit des TPE-PME, des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises. Et donc, à ce titre, aujourd'hui, on va donner quelques informations sur des pratiques, des bonnes pratiques pour se prémunir des attaques par rançongiciel, puisque bien que le risque soit extrêmement important, on va en parler, il est possible d'avoir des pratiques très, je dirais, de bon sens, avec bien sûr un peu de technicité pour se prémunir ces attaques. Donc par rapport à l'ANSSI, on a eu des attaques. Alors si on peut juste cliquer sur le slide, voilà. Donc on a en fait, alors là, les attaques par rançongiciel, donc comme l'a expliqué Marjorie. Donc c'est un fléau donc qui est aujourd'hui c'est une manne pour la cybercriminalité et qui inquiète de plus en plus donc l'ANSSI. Si on regarde donc juste la fréquence d'incidents par rançongiciel traités par l'ANSSI, hein, encore une fois, il s'agit de chiffres spécifiques à l'ANSSI. Entre l'année dernière, donc on était à, alors faudrait cliquer encore. L'année dernière, on était à 54 en 2019, sachant que cette année, donc entre janvier et septembre, on a traité 104 incidents. Donc on est arrive presque au niveau du double, alors que l'année n'est pas terminée. Donc ce qui montre la tendance, quasiment, qui a doublé. On va peut-être arriver à x3 hein, d'ici la fin de l'année en termes d'attaques par rançongiciel. Et ces attaques sont de plus en plus sophistiquées et touchent, donc, comme l'a dit Marjorie, l'ensemble du tissu des entreprises du pays. Alors, donc, en termes de, alors justement, donc par rapport à ça, on va juste donner un peu, faut cliquer sur l'ensemble l'ensemble. Voilà. Vas-y, clique sur tout. Merci. Voilà, donc en fait, par rapport à ces attaques, on peut avoir du chantage à la diffusion,
les données sont complètement inaccessibles lorsque vous avez une attaque par rançongiciel. On a également le courrier qui marche plus. Donc l'entreprise est complètement bloquée. Elle passe en mode dégradé, elle travaille généralement, elle passe au crayon à papier, hein, c'est un petit peu pénible. Et donc, il faut pouvoir se prémunir. Donc, par rapport à ça, on a édité en septembre un guide extrêmement pratique sur les rançongiciels, pour lequel je vais vous présenter la première partie. La première partie, c'est la partie préventive, qui donne quelques bonnes pratiques. Alors, au niveau des pratiques, donc c'est le slide suivant. Donc vous avez donc sur ce guide qui est disponible sur le site de l'ANSSI. Donc là vous avez l'ensemble des pratiques qui sont listées et je vais vous les détailler les unes après les autres. Donc si on prend la première pratique, dont je sensibilise mes collaborateurs, mes utilisateurs. Donc en fait, c'est extrêmement important de faire naître au sein de l'entreprise des réflexes dans l'usage informatique. Aujourd'hui, on parle de gestes barrières, hein, c'est un peu un terme très à la mode, mais il faut donc faire naître ces bonnes pratiques. Par rapport à ces bonnes pratiques, c'est signaler systématiquement en cas de doute au service informatique lorsqu'on a une pièce jointe qui peut sembler douteuse, ou quelle que soit donc la raison, informer le service informatique. Et également, bien sûr, trouver le meilleur moyen de communiquer au sein de l'entreprise avec soit des réunions d'information, soit des quiz, soit des jeux, réutiliser donc les guides de bonnes pratiques, soit de l'ANSSI, soit d'autres institutions, pour en faire sa propre communication interne de sensibilisation vis-à-vis des collaborateurs. Également, c'est extrêmement important, et ça on le fait pas, c'est pas fait si fréquemment que ça, puisqu'on considère que les administrateurs sont des informaticiens, donc connaissent tout. Il faut également aller vers les administrateurs système, et les encourager à mettre en place, à s'approprier ces mesures d'hygiène informatique. Voilà, donc ça, c'est la première. Ensuite, en termes de mesures, donc slide suivant. Alors oui, par contre, je maintiens donc à jour alors dans ces moments-là, donc c'est juste un témoignage que vous allez trouver dans le guide également, donc du groupe M6, donc vous avez tout un ensemble de témoignages. Là, j'en remets juste un. Il faut voir que lorsque vous avez une attaque informatique, si le personnel n'a pas été sensibilisé, n'est pas prêt à avoir également à subir ce genre de crise, ça peut vraiment être un traumatisme pour l'ensemble de l'entreprise. Et on le constate régulièrement lors de nos opérations de cyberdéfense au sein de collectivités ou de grandes entreprises. Voilà, slide suivant. Donc en fait, je maintiens à jour mes logiciels et systèmes, donc ça peut paraître évident, mais il faut voir que vous avez de plus en plus de correctifs qui sont de mise à jour de logiciels qui intègrent des correctifs de sécurité, et il faut avoir vraiment un processus régulier et maîtrisé de mise à jour. Dans le cadre de machines qui n'ont pas été mises à jour, vous avez en raison par exemple de contraintes métiers, il faut les isoler, il faut les contrôler, il faut avoir une attention particulière sur ces machines, de manière à ce que voilà, elles deviennent forcément vulnérables puisqu'elles n'ont pas intégré des mises à jour. Bien sûr, il faut faire attention particulièrement aux machines qui sont exposées sur Internet. Ça, c'est quelque chose, c'est la cible fréquente des exploitants. Donc, accélérer leur fréquence de mise à jour. Dans le cadre de ces mises à jour, vous avez également une attention particulière à porter sur les logiciels antivirus. Alors, les logiciels antivirus, ce n'est pas la panacée pour les attaques contre les rançongiciels. Néanmoins, elles intègrent très régulièrement les signatures des rançongiciels, une fois que ces rançongiciels sont connus. Et donc, on invite bien sûr à mettre à jour très très régulièrement ces antivirus également sur les sites. Enfin, puisque vous avez beaucoup de vulnérabilités qui sont détectées, on vous invite à faire une veille, à avoir des bulletins à s'abonner, par exemple au CERT-FR, qui est le site qui publie notamment les vulnérabilités et également les correctifs liés aux logiciels qui sont vulnérables.
Alors, une autre pratique, je maîtrise l'accès à Internet. Alors, bien sûr, les rançons logiciels passent par les accès Internet. Donc, il faut absolument contrôler les flux entrants, les connexions vers des sites distants, en utilisant ce qu'on appelle des relais applicatifs. Donc, des relais au niveau applicatif sont des systèmes qui vont vraiment bien analyser finement le contenu. Et de manière à ce que vous puissiez limiter au maximum donc le type de flux applicatif qui va pénétrer dans l'entreprise. Et également, vous avez des passerelles qui vont jusqu'à détecter des activités anormales. Si vous avez par exemple trop de, je sais pas, des volumes d'informations importants qui transitent, ou alors vous pouvez également interdire certains, par rapport à la réputation de certains sites. Vous pouvez donc choisir les sites que vous allez utiliser. Voilà, donc je maîtrise l'accès Internet, c'est extrêmement important. Donc si on continue dans les gestes barrières, j'utilise le terme geste barrière. Donc la suite, cloisonner le système d'information. Alors, ça paraît également, ça peut paraître évident, mais généralement on constate que les systèmes d'information sont extrêmement mal cloisonnés. Et la raison pour laquelle il faut cloisonner les systèmes d'information, ça peut paraître également évident. Vous avez une propagation du rançongiciel à partir donc ce qu'on appelle le patient zéro, vers l'ensemble du système d'information. Et généralement, le rançongiciel va chercher à aller vers des machines du type administration, par exemple, pour avoir ce qu'on appelle une élévation de privilèges. Donc, en fait, l'idée, c'est de recenser vos réseaux et d'avoir des cloisonnements entre notamment les réseaux qui vont sur Internet, les réseaux sensibles internes, le réseau de l'administrateur, et de définir des passerelles, d'avoir des filtrages entre ces différents réseaux, de manière à ce que si vous avez une attaque, le rançongiciel d'abord ne va pas se propager, et puis vous n'êtes pas obligé de couper l'ensemble de votre réseau afin de résoudre votre problème d'attaque. Voilà, donc ça c'est pour la partie cloisonnement, c'est extrêmement important. Ensuite, vous avez aussi un aspect droit des utilisateurs. Généralement, on s'aperçoit souvent que vous avez des postes clients qui ont des droits administrateurs. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut bannir de votre système d'information, tout simplement parce que, je le répète, les rançongiciels, une fois qu'ils ont accès à un poste client, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à avoir des évaluations de privilèges, et si ils tombent sur un poste administrateur, alors là, ils ont gagné. Ils vont aller encore plus loin pour se latéraliser au sein du système d'information. Donc, généralement, on recommande aussi au poste de travail d'administrateur de ne pas accéder à Internet, donc pour des raisons qui maintenant paraissent évidentes. Et il y a encore un autre point, alors ça qui est un peu plus difficile à mettre en œuvre, qui n'est pas souvent bien mis en œuvre, c'est de durcir les configurations des postes qui sont exposés sur Internet. Je m'explique, en fait, vous avez énormément de services qui sont ouverts avec notamment par exemple des services Windows. Donc, il faut définir exactement ce que le poste utilisateur doit faire et ne pas faire, et donc de manière à limiter au maximum l'usage du poste par rapport à la mission du collaborateur. Voilà, c'est ce qu'on appelle durcir la configuration des postes. Un autre point, donc, c'est la supervision des journaux. Alors, les journaux, vous avez énormément de logiciels et d'entités dans votre système d'information, des serveurs métiers, des équipements réseau, des services hébergés, qui génèrent des logs de plus en plus, de logs qui sont une source d'informations extrêmement importante, à condition qu'elles soient exploitées. Déjà, il faut choisir des équipements qui génèrent des logs, choisir ces journaux, et ensuite mettre en place un système de supervision de ces journaux, ce qu'on appelle supervision des événements. Cela va vous servir à deux choses. Détecter on espère en temps réel ou au moment de l'attaque une compromission, donc avant le chiffrement des fichiers, ça c'est la première chose. Mais également, une fois que vous avez une attaque, lorsque vous avez une équipe d'investigation qui va chercher à comprendre l'attaque, que ce soit la gendarmerie ou une entreprise privée, vous allez avoir énormément d'informations pour comprendre l'attaque. Voilà, donc on encourage également ce type de pratique. Enfin, on va continuer. Donc, la sauvegarde des données, donc j'aurais pu en parler au début. Les mesures ne sont pas mises par ordre de priorité.
Je sauvegarde mes données. Alors, la sauvegarde régulière de l'ensemble des données, c'est vraiment la chose qui va vous permettre, la mesure qui va vous permettre, suite à une attaque par rançongiciel, de récupérer vos données. Alors, on peut imaginer le traumatisme qu'il peut y avoir lorsqu'on tout est bloqué, mais si en plus les données ne sont pas récupérées, alors là, l'impact vis-à-vis sur le fonctionnement de l'entreprise peut être extrêmement important. Alors attention, il faut penser à sauver l'ensemble des données, l'ensemble des fichiers système, l'ensemble de toutes les informations et pas uniquement les données que vous utilisez. Et généralement, vous avez également des rançongiciels qui de plus en plus vont chercher également à chiffrer les données qui sont sauvegardées. Donc il faut avoir, alors dans la mesure du possible, encore une fois, penser à avoir une sauvegarde qui est complètement déconnectée du système d'information, au moins pour les données les plus critiques. Voilà, ça devient de plus en plus important, donc on recommande bien sûr des disques durs externes ou des bandes magnétiques qui permettent de faire du stockage à froid. Enfin, si on continue dans les mesures, donc voilà, c'est un ensemble de mesures, si elles sont bien appliquées, va vous permettre vraiment de circonscrire ces attaques par rançongiciel. Après, vous avez la possibilité de mettre en place des mesures qui sont moins techniques, mais qui vont vous permettre également d'atténuer le risque suite à une attaque. Le préjudice suite à une attaque, c'est de contracter une assurance cyber qui va vous accompagner d'un point de vue couverture financière, d'un point de vue assistance juridique, et qu'on encourage également à prendre, sachant avec une mesure de vigilance, un point de vigilance, c'est que c'est un marché naissant qui se développe, qui va se développer, sachant qu'il y a quand même une jurisprudence aujourd'hui sur la manière d'activer ou non des clauses d'exclusion. On s'est aperçu que parfois, certaines clauses d'exclusion ne permettent pas de couvrir ces attaques par rançongiciel. Voilà, donc on considère des fois que je peux vous donner un exemple. On a eu des cas où la clause d'exclusion, on a considéré que c'était une attaque terroriste, et l'attaque terroriste n'étant pas couverte, les compagnies d'assurance n'ont pas accepté de payer le préjudice lié à cette attaque par rançongiciel. Voilà, c'est juste un exemple. Mais la jurisprudence étant de plus en plus importante sur le sujet, ces problèmes devraient s'atténuer. Pour terminer, il me reste deux pratiques. Donc la pratique suivante, c'est de se préparer. Alors tout ce qu'on dit, c'est de la prévention, donc on parle de mesures techniques. Maintenant, il faut se préparer. Alors pour se préparer, il faut se dire, voilà, je vais être attaqué un jour, qu'est-ce que je fais? Donc il faut intégrer un plan de réponse aux cyberattaques dans un dispositif plus global de gestion de crise. Si on peut avoir donc c'est la coordination entre l'équipe de gestion de crise et l'équipe de sécurité numérique, de manière à se dire, voilà, j'ai une attaque, qu'est-ce que je fais? Comment j'assure la continuité d'activité jusqu'au retour à l'état initial? Quels sont mes moyens de communication de secours? Et donc, c'est un plan de réponse qui doit être actualisé, et on recommande également, dans la mesure du possible, encore une fois, ce sont des objectifs à atteindre, de mettre en place des exercices de crise cyber qui vont impliquer l'ensemble de l'organisation. Ce qui fait que lorsque vous avez une véritable attaque, le traumatisme dont je parlais initialement est vraiment atténué. L'entreprise s'est préparée à ce type de crise. Et on va pouvoir atténuer donc son impact. Voilà, donc pour terminer, c'est l'aspect communication. Alors, qui peut être intégré bien sûr dans le plan de gestion de crise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc de plus en plus, on s'aperçoit que la communication, que ce soit en interne au sein de l'entreprise, alors ça peut être juste un mail bien préparé, un mail bien écrit, ou alors si bien sûr ce mail peut être envoyé, ou une communication vis-à-vis des médias, vis-à-vis du grand public, permet vraiment d'atténuer l'impact de la crise. Et surtout la réputation de l'entreprise. Une entreprise qui ne communique pas, après on s'imagine énormément de choses. Le communiqué de presse permet vraiment de limiter l'effet de l'impact de cette crise. Alors pour faire cette communication de crise, il faut vraiment faut pas que les communiqués soient trop techniques. Il faut également qu'ils soient quand même consistants. Donc il faut qu'il y ait vraiment un travail entre les équipes métiers, les équipes la gouvernance, et bien sûr les équipes en charge de la sécurité du numérique. Également, et cette communication doit être la plus transparente possible.
Bon, ça, c'est le métier des communicants, mais il faut vraiment arriver à avoir cette transparence pour, encore une fois, limiter cet impact. Et cette communication de crise peut être rodée, testée, alors dans certaines entreprises, c'est fait, lors des exercices de crise cyber. Voilà, voilà un petit peu toutes les mesures rapidement listées que vous pouvez retrouver dans le guide, hein, donc elles sont vraiment bien détaillées et je vous invite donc à aller le télécharger. Alors ce guide présente donc à la fois un aspect préventif, donc que je vous ai décrit, et vous avez aussi après, une fois que vous avez vraiment subi une attaque, vous avez toutes les mesures à mettre en œuvre qui seront présentées dans un webinaire, le webinaire suivant. Voilà, donc si vous avez des questions-réponses, je suis à vos dispositions pour y répondre. Je reste à votre écoute. Il y avait une question qui était en lien avec justement que faire en cas d'attaque. Oui. Donc voilà, ces réponses-là vont être émises après ce webinaire par la gendarmerie. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a alors voilà, et faut-il prendre une cyberassurance? Oui, alors la cyberassurance, c'est un sujet donc qui est extrêmement important. Alors il y a deux sujets. Il y a faut-il payer bon, il y a souvent les assurances aussi proposent de payer une rançon. De payer la rançon, puisque elles assurent aussi le paiement de la rançon. Donc au niveau de l'ANSSI, on ne recommande absolument pas de payer l'assurance. Donc c'est la rançon, pardon, même si elle est couverte par l'assurance. Bon, pour ne pas alimenter la cybercriminalité, bon, après ça devient vraiment, ça encourage ensuite la fraude, sachant qu'il peut y avoir des rançons qui peuvent atteindre jusqu'à plusieurs millions d'euros. Après, par rapport aux cyberassurances, donc comme je l'ai dit, je peux le répéter, donc c'est un type d'assurance qui va se développer, qui doit se développer. Et par rapport à la jurisprudence, donc il y a eu des cas, il y a eu des litiges, encore une fois, par rapport à des clauses d'exclusion qui n'ont pas été très bien comprises par certains clients. Voilà, donc ces clauses d'exclusion vont être de plus en plus, je pense, affinées et considérer que bon, une attaque par rançongiciel, comme j'ai dit, c'est une attaque terroriste, et donc mettre cette clause d'exclusion en considérant que c'est une attaque terroriste, on pense qu'on va l'avoir de moins en moins qu'on l'a de moins en moins actuellement dans ce type de cyberassurance. Voilà, donc c'est bien. En fait, la recommandation qu'on fait, c'est de bien lire ces contrats d'assurance, ne pas se dire qu'on va être absolument couvert et de regarder ces clauses d'exclusion en détail. Et bien sûr, préalablement à la mise en place d'une cyberassurance, il ne faut pas considérer que la cyberassurance va vous permettre de vous couvrir absolument sans mettre en place toutes les mesures dont je vous ai parlé préalablement. Il faut absolument d'abord mettre en place ces gestes, ces bonnes pratiques, et dans un second temps, une fois qu'on a réduit donc son risque, prendre une cyberassurance. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup Moïse. Je vous remercie. Yann. Merci Monsieur Grech également pour votre intervention. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous invitons à regarder le prochain webinaire qui va se dérouler donc à 11h sur comment réagir en cas d'attaque.